Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale de ce mardi 12 septembre. Au sommaire, le Maroc a connu un violent séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter dans la nuit du vendredi au samedi. Le pays déplore plus de 2000 pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels, à suivre dans ce journal. Les pays africains font face à la crise alimentaire. Pour y remédier, les scientifiques propose l'adoption d'une agriculture à la fois rentable, durable et résiliente. Et puis l'UNESCO alerte sur la préservation des sites du patrimoine mondial car les espèces qui y vivent sont menacées de disparition. Le point dans un instant. C'était les titres, voici pour vous le journal. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter s'est abattu sur le Maroc dans la nuit du vendredi au samedi. Cette catastrophe naturelle unique en son genre a provoqué le décès de plus de 2000 personnes et plusieurs dégâts matériels. Les secouristes poursuivent les recherches dans l'espoir de retrouver des survivants ou d'éventuels corps parmi les décombres des maisons effondrées. Suivons. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur marocain, plus de 2000 personnes ont péri dans le puissant séisme qui a frappé le centre du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Plus de la moitié des décès ont été recensés dans la province d'Al-Faouz, épicentre du séisme. Dans cette région du Haut-Atlas, c'est un véritable hécatombe. Endeuillés et privés de toit, les survivants manquent de vivres et de soins médicaux. Tous ceux qui vivent dans le village ont été frappés par le tremblement de terre qui s'est produit hier vers 11h, 11h30. Nous avons tous perdu nos maisons. Comme vous le constatez, toutes les personnes présentes ici aujourd'hui ont perdu quelqu'un. Quelqu'un est mort dans chaque famille. Nous sommes dans une situation de crise. Nous demandons au roi Mohamed VI d'intervenir et de nous envoyer de l'aide car nous vivons une situation traumatisante. Les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien à manger ni à boire, même pas du pain, rien. Dans l'après-midi du samedi, les secours n'avaient pas pu extraire les corps de sa femme et de son fils ensevelis sous les décombres de sa maison rasée par le séisme. Les corps sans vie de ses 3 filles ont été en revanche pu être retirés. Malgré la douleur, les villageois réunissent leurs forces pour creuser des tombes sur une colline et enterrer leurs morts. Les secouristes poursuivent les recherches à l'aide d'engins de chantier dans l'espoir de retrouver des survivants ou d'éventuels corps parmi les décombres de maisons effondrées. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le cabinet royal marocain a annoncé que les forces armées ont déployé des équipes de secours afin d'acheminer de l'eau potable, des denrées alimentaires, des tentes et des couvertures dans les régions affectées par le séisme. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier du Maroc. Les sismologues estiment qu'après un séisme de magnitude 6,8, des répliques atteignant les magnitudes de 5 ou 7 sont susceptibles de frapper le Maroc. Sur des constructions déjà fragilisées, cela pourrait faire de nouvelles destructions et accroître le bilan humain. Le Togo veut dynamiser sa gestion des ressources halieutiques à travers des actions ciblées pluriannuelles. Ce plan prévu sur 5 ans devrait mobiliser 205,54 milliards de francs CFA. L'objectif est d'améliorer la gouvernance de l'économie bleue et de faire face aux effets du changement climatique dont souffre le secteur de la pêche au Togo. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Au Togo, 110% des activités économiques sont liées à la façade maritime et le pays en tire plus de 115% de ses recettes fiscales. Cependant, confronté au changement climatique, la production halieutique peine à se stabiliser jusqu'à cette année. Pour booster ce secteur, l'exécutif a élaboré un plan promotionnel de l'économie bleue de 205,54 milliards de francs CFA sur 5 ans. Le secteur de la pêche au Togo représente 4,5% du PIB et emploie plus de 20 000 personnes. En 2021, les recettes douanières réalisées au port autonome de Lomé constituaient 80% du total des activités maritimes et 60% des revenus de l'État. Des données qui témoignent de l'importance de l'océan dans l'économie togolaise et par conséquent, il est nécessaire d'assurer sa protection. Selon l'économiste Kodio Seubo, ce nouveau plan quinquennal permettra de réduire la surpêche et le phénomène de la pêche sauvage.
Avec 56 km de côte, une zone économique exclusive à fort potentiel et un positionnement stratégique de son port, le Togo aspire à devenir un champion de l'économie maritime et de la croissance bleue en Afrique. Une fois ce plan validé, il permettra d'élaborer la gouvernance de l'économie bleue, d'assurer la protection des ressources halieutiques et de réaliser les réformes nécessaires pour doter le secteur de la pêche d'un arsenal juridique afin de réglementer les différentes activités. La sécheresse et d'autres phénomènes climatiques extrêmes ne menacent pas seulement les vies humaines, mais aussi la sécurité alimentaire. Et pour un continent comme l'Afrique, où les pratiques agricoles sont peu rentables, les factures sont davantage salées. Dans la Corne de l'Afrique, le programme alimentaire mondial estime à au moins 20 millions le nombre de personnes exposées au risque de famine à cause de la sécheresse. Comme alternative, les scientifiques proposent une agriculture à la fois rentable, durable et résiliente au climat. Alexandra Adekombi nous en parle. En Afrique, la sécurité alimentaire est davantage menacée par des phénomènes climatiques extrêmes, notamment les sécheresses et les inondations. Si, en absence de ces phénomènes, les rendements agricoles sont déjà insuffisants pour une population sans cesse croissante, selon les Nations Unies, ces rendements sont encore plus faibles dans un contexte marqué par le changement climatique. Selon le Programme alimentaire mondial PAM, au moins 20 millions de personnes dans la Corne d'Afrique sont exposées depuis l'année dernière à un risque de famine en raison de la sécheresse qui s'aggrave au Kenya, en Somalie et en Éthiopie. Aborder la problématique de la sécurité alimentaire passe avant tout par l'analyse de la production agricole. Elle reste l'une des variables déterminantes puisqu'elle affecte jusqu'à la ration alimentaire moyenne par habitant. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, entre 1960 et 2000, la production alimentaire par habitant a augmenté partout dans le monde, sauf en Afrique subsaharienne. Bien que le continent détienne 12% des terres arables de la planète, sa part dans le commerce mondial des produits agricoles a décliné de 10% en 1960 à 2% aujourd'hui. Sa balance commerciale agricole, équilibrée jusqu'en 1980, s'est dégradée en raison d'importations alimentaires. Pour la FAO, les rendements des cultures alimentaires en Afrique subsaharienne sont faibles, particulièrement à cause d'un manque d'apport d'intrants organiques et minéraux. Seulement de l'ordre de 10 kg d'engrais par hectare et par an, soit 20 fois moins que dans les pays industrialisés et 10 fois moins que la moyenne mondiale. Il en est de même du reboisement pour recycler les éléments minéraux et fixer l'azote de l'air, la création des retenues collinaires et l'irrigation des plantations et la réduction des pertes de stockage. Atténuation, adaptation et résilience au changement climatique, c'est le véritable cheval de bataille des pays africains confrontés au dérèglement climatique. Au cours des discussions lors du sommet africain sur le climat qui s'est déroulé du 4 au 8 septembre 2023, la Banque ouest africaine de développement BOAD a pris des initiatives et engagements concrets en faveur de la résilience et de l'adaptation au changement climatique en Afrique. Alessandra Adekombi. L'ensemble de l'Afrique de l'Ouest face au changement climatique exige des réponses urgentes pour la résilience et l'adaptation des populations. Ces réponses sont surtout d'ordre infrastructurel et financier. La Banque ouest-africaine de développement BOAD en fait son credo dans un contexte global marqué par le manque de financement climatique. Elle a décidé de consacrer 25% de ses engagements financiers, soit 825 milliards de francs CFA, au renforcement de la résilience des populations au changement climatique. La BOAD compte décupler ses financements climatiques à travers le Marketplace, une nouvelle initiative en cours d'implémentation en Afrique. Il se présente en 3 phases dont la première prendra place à l'occasion du West African Carbon Market Hub qui se déroulera du 26 au 28 septembre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un appel à projets sera donc lancé dans l'optique d'identifier un groupe de projets susceptibles d'être accompagnés par la BOAD ou d'autres institutions financières. La deuxième consistera à soumettre les projets identifiés aux avis d'analystes et ingénieurs financiers. Ces derniers amélioreront les projets retenus et le renforceront par des critères de lisibilité.
Les financements alloués par la BOAD au profit des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique sont destinés à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national des pays membres de la contribution aux objectifs de l'accord de Paris, mais aussi à la réalisation des objectifs de Fonds vert pour le climat. Les glaciers fondent, les neiges s'effondrent, la Terre se réchauffe. Le réchauffement de la planète n'épargne aucune région et l'Antarctique s'emballe. Dans la revue scientifique Nature Climate Change, des chercheurs alertent sur la vitesse du réchauffement du continent austral qui se révèle être le plus élevé dans le reste du monde. Le récit est signé Vivace Amana. Le constat fait par les scientifiques dans la région de l'Antarctique est très amer. La région se réchauffe à une vitesse grand V et d'après les relevés enregistrés, le rythme du réchauffement climatique est 2 fois plus élevé que dans le reste du monde. En effet, les scientifiques basés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ont utilisé des données provenant de 78 carottes prélevées en Antarctique permettant de remonter l'évolution du climat sur 1000 ans. Après les analyses, les résultats obtenus sont 20 à 50% plus grands que les prédictions du modèle de climat selon Mathieu Cossado, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il explique que le réchauffement en Antarctique représente pratiquement 2 fois la valeur de la moyenne globale. Le changement climatique est plus marqué au pôle en raison d'un phénomène déjà connu qui est l'amplification polaire. Cela se traduit par la fonte des neiges et des glaces qui réfléchissent la lumière du soleil. Les chercheurs alertent toujours sur les conséquences du changement climatique dans l'Antarctique et invitent sur l'importance d'un travail conjoint entre les paléoclimatologues, les statisticiens et les modélisateurs pour réconcilier les modèles et les observations afin d'éviter des différences importantes entre les prévisions et la réalité. Les espèces vivant dans les sites naturels du patrimoine mondial de l'humanité sont menacées. Pour cause, un tiers de ces sites ne sont pas correctement protégés. L'UNESCO alerte sur la préservation de ces sites afin de sauvegarder le patrimoine naturel. Le point avec Rafetou Bereko. Le patrimoine mondial de l'humanité est menacé par le réchauffement climatique, du braconnage, de la pression de l'agriculture et des constructions. L'UNESCO s'inquiète véritablement à propos de l'état de la biodiversité dans les sites classés dans ce patrimoine. D'après une étude publiée le mois dernier, ces sites sont un sanctuaire pour les espèces menacées. Un tiers parmi ces espèces sont dans une situation critique, mais les États qui doivent les protéger ne sont pas à la hauteur. L'UNESCO compte 250 sites naturels classés au patrimoine mondial, parmi lesquels on retrouve les 10 derniers vaquitas des petits baleines dans le golfe de Californie ou 80% des derniers gorilles des montagnes. Sur ces sites, 20 000 espèces menacées ne sont plus véritablement protégées. Selon Guy Debonnet, chef des sites naturels au patrimoine de l'UNESCO, ce sont les sites les plus importants au monde qui sont reconnus par une convention internationale. Les rescapés de certaines grandes espèces se comptent aujourd'hui par dizaines. Par exemple, il ne reste que 5000 tigres et 1800 pandas géants. Lazare Elundo Asomo, directeur du patrimoine mondial, souligne que les sites du patrimoine sont les derniers remparts pour la survie de ces espèces. Il lance alors un appel au gouvernement à prendre conscience et à mener des efforts pour sauver le patrimoine mondial. La pollution des eaux territoriales est présente sur tous les continents. C'est le cas au Canada où le fleuve Saint-Laurent a connu un déversement de 2 milliards de litres d'eau usée au cours de l'été 2023. Cette situation a été provoquée par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province, comme l'explique Vivace Amana. Le temps exceptionnellement pluvieux a contraint la ville canadienne du Québec à déverser près de 2 milliards de litres d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. En effet, la ville de Québec a déversé 821 millions de litres d'eau non traitée dans ce fleuve en juillet et 1,1 milliard de litres de liquide souillé au mois d'août. Cette quantité est plus que l'eau souillée rejetée par le service de traitement des eaux lors des années 2018 et 2020. Et pour cause, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Québec au cours de l'été 2023 ont donné du fil à retordre aux équipes de gestion des eaux de la ville. La station météorologique de l'Université Laval a enregistré des précipitations record de 95 mm entre le 10 et le 11 juillet dernier. D'après Frédéric Cloutier, ingénieur de procédés au service de traitement des eaux de la ville, c'est probablement une des années les plus intenses où il y a eu des événements météorologiques rares d'une occurrence au Québec.
L'ingénieur Marie-Ève Jean trouve que la ville n'avait pas le choix étant donné la situation, mais diverses solutions sont envisagées pour réduire les rejets. Ainsi, des bassins de rétention et des conduites qui séparent l'eau de pluie et l'eau souillée sont aménagés au fil des années. L'ingénieur Marie-Ève Jean précise que la ville tient compte du changement climatique dans ses études et dans sa planification. Notons que la ville de Québec vise toujours à ce que 90% des eaux acheminées aux usines de filtration soient complètement traitées. Actuellement, 95% des eaux usées qui se rendent aux usines subissent un traitement de décontamination complète. En France, le ministère de la Transition écologique a autorisé par dérogation l'utilisation du friponil pendant 6 mois. C'est une substance chimique de produits phytosanitaires et d'antiparasitaires. Ce biocide, dont l'usage est interdit en France et en Europe, va permettre à l'association Nature Indien de lutter contre la prolifération des différents prédateurs afin de protéger le gecko vert de Manapani. Cette mesure suscite des débats chez les populations. Rafitou Berikou. Le mois dernier en France, le ministère de la Transition écologique a autorisé par dérogation la vente et l'utilisation d'un biocide, le friponil, une substance active de produits phytosanitaires et d'antiparasitaires vétérinaires qui présente un effet insecticide et acaricide. Appartenant à une famille chimique des phénylpyrazoles, l'usage de cette substance est interdit en 2004 en France et en Europe. Cette disposition temporaire de 6 mois permet à l'association Nature Indien d'utiliser cette substance. La dite association a pour objectif de lutter contre la prolifération des fourmis folles jaunes qui menacent le gecko vert de Manapani. Elle se charge également à affronter les différents prédateurs du petit lézard, d'où l'utilisation du friponil. La secrétaire régionale d'Elve, n'étant pas d'accord avec cette autorisation par dérogation de l'utilisation du friponil, affirme que dès qu'on met les pesticides dans le sol, ce sont aussi les autres colonies de fourmis qui sont impactées, les abeilles et beaucoup d'autres invertébrés. Toutefois, l'association tient à protéger les geckos verts de Manapani. Elle promet d'en faire bon usage de l'insecticide. Le gecko vert de Manapani est une espèce endémique de l'île de la Réunion. Il est désormais classé en danger critique d'extinction. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Merci de votre attention. Très belle soirée à vous en compagnie de nos programmes.